On commence aujourd'hui par le premier chapitre du cours normes et protocoles. L'objectif derrière ce chapitre est de comprendre le sens des mots normes et protocoles pour pouvoir ensuite aborder les normes et les protocoles de manière sereine dans les chapitres qui vont suivre. C'est-à-dire pour le chapitre numéro 2 et 3, on va traiter quelques normes, puis dans le chapitre numéro 4 et 5, on va traiter quelques protocoles. Cette vidéo va traiter sur l'aspect norme uniquement, nous verrons l'aspect protocole dans une prochaine vidéo. Il faut savoir qu'en réseau et télécommunications, il est impératif de mettre en place des technologies qui assurent la communication de façon à ce que tout utilisateur connecté au réseau soit apte à recevoir et à transmettre des informations destinées à l'ensemble des participants, c'est-à-dire avoir une certaine conformité pour que tous puissent se comprendre au niveau du réseau. En réseau informatique aussi, on doit pouvoir permettre à des applications de coopérer sans avoir à tenir compte de l'hétérogénéité des moyens et des procédés de transmission, comme la topologie, les méthodes d'accès, les caractéristiques des équipements ou des supports, etc. Car si par exemple chaque constructeur produit son équipement sans tenir compte d'un autre, la communication entre ces deux équipements issus de ces deux constructeurs, donc de deux technologies différentes, ne pourra pas aboutir car les deux technologies sont hétérogènes, ce qui veut dire différentes. C'est pourquoi il faut faire appel à la notion de normalisation. Donc la normalisation, c'est une action ou bien résultat de cette action visant à rendre quelque chose de normal, c'est-à-dire habituel, acceptable, conforme. Donc c'est ça la définition du mot norme. Là on a vu uniquement la définition du mot. En communication, c'est l'ensemble de règles établies qui doivent être suivies par des entités désirant communiquer. En réseau, c'est donc rendre la communication possible sans tenir compte du constructeur et quelle que soit la technologie utilisée. Cela se fait via ce qu'on appelle des normes. Les normes sont les règles à respecter. Maintenant, on va voir pourquoi nous devons normaliser. Donc, normaliser, c'est afin de permettre une certaine interopérabilité, c'est pour optimiser l'utilisation des ressources et c'est aussi pour assurer la pérennité des choix. Donc, offrir l'interopérabilité, ou bien ce qu'on appelle par interfonctionnement, c'est la capacité que possède un système informatique quelconque à fonctionner avec d'autres produits ou systèmes informatiques existants ou futurs, sans aucune restriction d'accès ou de mise en œuvre. Quant à optimiser l'utilisation des ressources, veut dire utiliser de manière optimale et des équipements, des données, donc n'importe quelle ressource au niveau du réseau. La normalisation va permettre cette optimisation car l'hétérogénéité ne pose plus aucun problème, on utilise donc le réseau de manière optimale. Quant à assurer la pérennité des choix, veut dire assurer des choix de manière continue, durable ou aussi à très long terme. Assurer donc ces trois critères que je viens de citer revient à normaliser. On passe maintenant aux organismes de normalisation, il faut donc savoir qui normalise. Les pouvoirs publics et industriels se sont rendus compte que les fournisseurs de produits pour le réseau devraient se mettre d'accord sur des normes de communication reconnues et internationales. Se mettre d'accord revient à utiliser les mêmes normes. Il faut donc un organisme responsable de la production de ces normes. Il doit être reconnu aussi par tous. Donc, parmi ces organismes de normalisation qui existent, nous avons l'ISO, nous avons l'IUT, nous avons l'IEC, nous avons le fameux I3E et nous avons l'IETF. Nous allons voir en détail un par un ces 5 organismes. On va commencer par l'ISO. L'ISO est un organisme de normalisation internationale qui a été créé le 23 février 1947, dont le siège social se situe à Genève, en Suisse. C'est un organisme qui dépend de l'Organisation des Nations Unies, ou bien de l'ONU. Voici le lien du site pour pouvoir voir une certaine définition de cet organisme ainsi que les normes qui sont produites par l'ISO. L'ISO a pour objectif de produire des normes internationales dans les domaines industriels et commerciaux qu'on appelle normes ISO. On a par exemple la représentation des dates et heures, la représentation des codes ISBN des livres, le codage ASCII de l'alphabet aussi, les numéros de compte bancaires internationaux qu'on appelle IBAN, les codes pour la représentation des noms des pays. Donc tout ça sont des normes qui sont établies par cet organisme.
L'ISO regroupe aussi des organismes nationaux de normalisation, c'est-à-dire que chaque pays qui est membre de l'ISO a un représentant au niveau de son pays. Nous allons voir quelques exemples de ces organismes nationaux. Mais avant ça, nous allons voir une norme ISO dans le domaine des réseaux qui est le fameux modèle OSI. Donc je pense que vous avez déjà vu ce modèle en troisième année licence télécommunications. C'est un modèle qui permet d'écrire comment se passe une communication au sein d'un réseau. Il a été conçu dans les années 70 et c'est le fameux modèle à 7 couches. Donc nous avons 7 couches du haut en bas qui sont numérotées. Nous avons la couche numéro 7 qui est la couche application qui sert d'interface entre les applications. La couche présentation permet le codage, la conversion et le chiffrement des données. La couche session, quant à elle, permet l'établissement d'une connexion, son maintien et sa libération. La couche transport permet l'établissement d'une connexion de bout en bout. La couche réseau permet d'acheminer des paquets, de permettre aussi l'adressage et le routage. La couche liaison ou bien liaison de données permet l'échange des données via un support local commun. Quant à la couche physique, elle permet l'encodage du signal et de son envoi. Donc nous avons les 3 couches basses qu'on appelle les couches matérielles et les 4 couches qui sont plus haut qu'on appelle les couches logicielles. Ce qu'il faut savoir, c'est que le modèle OSI est un modèle théorique qui permet de décrire comment se passe une communication. Le modèle qui est pratique est le fameux modèle qu'on appelle TCP/IP ou bien la pile protocolaire TCP/IP formée de 4 couches qui permet la communication dans le réseau mondial Internet. Donc on verra dans les prochains chapitres en détail le modèle OSI ainsi que le modèle TCP/IP dans le cas des protocoles utilisés dans l'Internet. On va maintenant passer aux organismes nationaux de normalisation, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc il y a énormément de pays qui adhèrent à l'ISO. On va voir quelques exemples. Nous avons pour la France l'AFNOR, l'Association française de normalisation. Pour l'Allemagne, nous avons le DIN. Nous avons pour le Royaume-Uni le BSI, British Standards Institute. Nous avons pour le Japon le JISC, Japanese Industrial Standards Committee. Nous avons par exemple pour les États-Unis l'ANSI. Et nous avons pour l'Algérie l'IANOR, Institut algérien de normalisation. On va voir un peu plus en détail l'IANOR. L'IANOR est un organisme national de normalisation en Algérie. C'est l'organisme qui représente l'Algérie à l'ISO. Il a été créé le 21 février 1998. Son siège se situe à Alger Centre en Algérie. Comme j'ai dit, il représente l'Algérie auprès de l'ISO, mais depuis 1976, mais il a été créé de manière officielle en 1998. Voici le site web pour pouvoir voir les normes qui sont proposées par l'IANOR. Et parmi les normes qu'il élabore, ce sont des normes à caractère industriel et commercial. Il est sous la tutelle du ministère du Développement industriel et de la promotion de l'investissement. Parmi ses missions, c'est élaborer des normes algériennes, NA, assurer la veille sur l'évolution des normes, informer sur les normes, former et sensibiliser les gens, ainsi que certifier les produits aux normes algériennes, les systèmes de management et les personnes. Donc en gros, ça permet de produire des normes dans le domaine industriel en Algérie. Donc ces normes-là, quand un organisme national émet des normes, elles sont uniquement utilisées au niveau national. Donc elles ne sont pas reconnues, par exemple en France, en Allemagne, aux États-Unis, etc. Donc chaque organisme national de normalisation utilise ces normes uniquement au niveau national. On passe maintenant à un autre organisme international de normalisation qui est l'IUT ou bien l'UIT en français. Donc l'Union internationale des télécommunications. C'est un organisme international de normalisation tout comme l'ISO. Il a été créé le 17 mai 1865 et son siège social se situe à Genève en Suisse tout comme l'ISO. Il dépend aussi de l'Organisation des Nations Unies, ou bien l'ONU. Voilà le site web tout comme l'ISO pour pouvoir voir les normes qui sont élaborées par l'UIT.
et c'est un organisme qui est chargé des questions relatives à la télécommunication. L'ISO, on a dit que c'était côté industriel, etc. L'UIT, ça correspond uniquement aux normes qui sont en relation avec les télécommunications. Parmi les missions de l'UIT, c'est avoir des télécommunications toujours accessibles, partout disponibles et à la portée de tous. L'UIT est aussi organisée en ce qu'on appelle groupe de travail. Donc l'UIT est divisé en 3 groupes de travail qui sont l'UITT, l'UITR, l'UITD. Donc T pour télécommunication, ce groupe de travail traite les questions techniques de normalisation en télécommunication. Quant au second groupe de travail, il va traiter sur les questions techniques et d'exploitation concernant les radiocommunications. Quant au D, s'attache à promouvoir l'accès aux télécommunications dans les pays en voie de développement. On passe maintenant au troisième organisme de normalisation internationale qui est l'IEC. C'est aussi un organisme de normalisation internationale tout comme l'IUT et l'ISO. Il a été créé en 1906 et son siège social se situe à Genève en Suisse. Voilà aussi le site web. Cet organisme est chargé des domaines de l'électricité, de l'électronique, de la nanotechnologie et de l'électrotechnique. Il est considéré comme étant complémentaire à l'ISO car il traite des domaines que l'ISO ne traite pas. On passe maintenant au fameux I3E. Alors, l'I3E n'est pas un organisme de normalisation internationale, mais plutôt une association américaine de chercheurs dans le domaine de l'informatique et de l'électronique. Donc, si on traduit I3E, ça donnera Institut des ingénieurs électriciens et électroniciens. Cette association a été créée en janvier 1963. Son siège social se situe à Manhattan, aux États-Unis. Cette association est constituée d'ingénieurs électriciens, d'informaticiens, de professionnels du domaine des télécommunications qui souhaitent se consacrer à l'innovation technologique et à la création de normes. Donc c'est plus un rassemblement de chercheurs. Donc si vous savez, l'I3E organise aussi par exemple des conférences où elle parle des normes que les chercheurs qui sont membres de l'I3E proposent. Donc c'est pas, si on veut, des normes officielles, donc on verra par la suite ce que c'est. Donc il faut faire la différence entre les 3 organismes que j'ai cités avant et l'I3E. Donc les 3 organismes qui sont l'IUT, l'ISO et l'IEC sont des organismes de normalisation internationaux. On est d'accord? Quant à l'I3E, c'est plus un rassemblement de chercheurs dans les domaines de l'électronique et de l'informatique. Voilà le site web. Voilà, et comme j'ai dit, c'est un organisme chargé des questions relatives à la télécommunication et au réseau. On va voir quelques normes qui sont proposées par l'I3E. On a la fameuse norme I3E 802 qui est relative aux réseaux locaux, donc les LAN. Il y a la 802.1 qui traite sur comment gérer les réseaux locaux. La .1x, comment sécuriser l'accès à un réseau local. La .3, elle traite sur la couche média CSMA-CD. Donc je pense que vous avez vu ça en 3e année licence télécommunication, sur comment le CSMA-CD, c'est un peu comme comment accéder au support avec écoute de porteuse et détection de collision. Donc normalement vous l'avez vu en 3e année de licence. On a aussi la .4 concernant le réseau Token Bus, la .5 concernant le réseau Token Ring, ou là en anneau. On a aussi la .6 qui parle des réseaux à grande distance, ou bien les MAN, les réseaux métropolitains. La .11 parle des réseaux locaux sans fil, à titre d'exemple le Wi-Fi. La .15 parle des réseaux sans fil personnels, les WPAN, les technologies Bluetooth et Zigbee. La .16 parle de la technologie WiMAX, etc. Donc toutes ces normes, I3E 802, sont relatives à tout ce qui est réseaux locaux. On passe maintenant au 5e organisme de normalisation qui est l'IETF. Donc l'IETF, c'est comme l'I3E, ça diffère de l'ISO, de l'IET et de l'IEC. Donc l'IETF n'est pas un organisme
de normalisation internationale. C'est plutôt un organisme de normalisation ouvert, bien informel, donc il n'est pas officiel. Il a été créé le 17 janvier 1986. Son siège social se situe aux États-Unis, à Fremont. Voici le site web pour pouvoir voir la liste des normes qui sont publiées par l'IETF. Cet organisme-là élabore et émet des normes du réseau mondial Internet sous forme de RFC. Donc l'IETF s'occupe uniquement de normes concernant Internet. Donc ça peut produire par exemple des normes concernant les protocoles qui sont utilisés au niveau d'Internet. Les normes que l'IETF élabore sont dénommées RFC. Donc RFC pour Request for Comment. Donc une RFC, c'est un document officiel publié par l'IETF qui décrit les aspects et spécifications techniques du réseau Internet. Donc c'est l'appellation de la norme au niveau de l'IETF et qui concerne uniquement les spécifications techniques du réseau Internet. À l'heure actuelle, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a plus de 8900 RFC qui ont été publiés sur le site de l'IETF. On peut trouver la liste des RFC via ce site. Donc là, vous avez la liste de toutes les RFC qui ont été élaborées par l'IETF. Donc comme j'ai dit, à l'heure actuelle, nous avons plus de 8900 RFC qui sont disponibles. Elles sont disponibles de manière gratuite, c'est-à-dire qu'il suffit uniquement de cliquer sur, par exemple, le numéro de la RFC pour pouvoir la lire, la télécharger. On peut la télécharger au format texte, PDF ou bien en page web. Donc pour pouvoir lire les RFC, il suffit d'aller au niveau du site où sont présentes toutes les RFC et on peut les télécharger, les lire, etc. Un exemple de RFC, le voici. Donc voilà comment se présente une RFC. On a les noms des personnes qui ont élaboré ces RFC, le titre, et nous avons un petit résumé ainsi que des pages, les pages qui suivent qui contiennent le détail. Alors nous avons par ici la RFC numéro 1883 qui traite sur le protocole IPv6 qui a été élaboré en 1995. Donc pour ceux qui ne savent pas, IPv6 est une amélioration du protocole IPv4. Donc nous verrons ça dans le chapitre numéro 5 consacré au protocole spécifique au réseau Internet. Donc au niveau de ce chapitre, j'ai juste cité les RFC, j'ai expliqué comment se passe la normalisation, quels sont les organismes qui élaborent des normes, etc. Nous verrons par la suite des exemples de normes ainsi que des exemples de protocoles. Maintenant, on peut se poser la question de quelle est la différence entre une norme et un standard. On entend parfois, il y a des personnes qui disent un standard et d'autres disent une norme. Néanmoins, il y a une petite différence qui n'est pas vraiment grande. Alors, la norme, c'est un document qui est établi et approuvé par un organisme de normalisation officiel comme l'ISO, l'IET et l'ICE. Donc, si cette norme elle est élaborée par un organisme approuvé, officiel, comme les trois qu'on a vus en premier, on l'appelle norme. Si elle ne l'est pas, on l'appelle standard. Donc un standard, c'est un document qui est établi par une entité privée autre qu'un organisme de normalisation comme l'I3E, qui est un rassemblement de chercheurs en informatique et en électronique, et l'IETF, qui est un rassemblement de personnes qui élaborent des normes concernant le réseau mondial Internet. Donc vous voyez que la différence n'est pas assez grande. Néanmoins, en anglais, on utilise le terme standard pour définir les deux. C'est-à-dire que en anglais, standard veut aussi bien dire standard en français que norme. Donc on ne met pas cette petite différence, on ne l'utilise pas. C'est-à-dire qu'on ne se soucie pas de l'origine du document. C'est-à-dire que s'il provient d'un organisme officiel ou pas. Nous arrivons donc au terme de cette première vidéo concernant les normes, la normalisation ainsi que les organismes de normalisation. On va finir par une touche un peu drôle. On va parler d'une drôle d'anecdote au niveau de l'IETF. On va parler de l'IP over Avian Carrier ou IP par transporteur aviaire. Donc IP par transporteur aviaire est une RFC. C'est la RFC numéro 1149.
Elle permet de décrire comment transporter des paquets IP via des pigeons voyageurs, ce qui est absurde. C'est plus un poisson d'avril, donc il faut savoir qu'au niveau de l'IETF, chaque 1er avril, on élabore des RFC qui sont considérés comme étant des poissons d'avril. Donc c'est des canulars, et parmi ces canulars-là, nous avons la RFC numéro 1149 qui parle de comment transporter des paquets IP via des pigeons voyageurs. Donc c'est absurde. Néanmoins, elle a été testée en Norvège, où on a essayé d'envoyer 9 paquets ICMP. Donc des paquets ICMP sont des pings. Donc, on verra aussi en détail ce que c'est qu'un ping, etc. au niveau du 5e chapitre, pour ceux qui ne le savent pas. Donc ils ont utilisé 9 pigeons, et chaque pigeon transportait un message ICMP, c'est-à-dire un ping. Pour montrer que, par exemple, on va essayer d'envoyer des pings via des pigeons voyageurs. Ils ont utilisé 9 pigeons sur une distance approximative de 5 km, et chacun portait un seul message. Néanmoins, les résultats furent hyper mauvais, donc il y avait uniquement 55% des paquets qui ont été perdus, et un temps de réponse qui était compris entre 3000 et 6000 secondes. Tout ça pour vous dire que reproduire la manière dont la transmission se fait au niveau d'Internet via des pigeons voyageurs est absurde, car Internet utilise énormément de messages qui permettent d'accuser réception, etc. C'est juste pour dire qu'au niveau de l'IETF, chaque 1er avril, on élabore des RFC qui sont absurdes, qui n'ont pas de sens concret, mais néanmoins ça fait rigoler, et pour cette RFC là, elle a été testée par des Norvégiens. Voilà, donc cette vidéo est terminée. La prochaine va traiter sur l'aspect protocole, donc on verra les notions fondamentales concernant les protocoles, et sur ce, protégez-vous et restez en bonne santé.